7 jours du premier tour de la présidentielle. Donc nous sommes là pour présenter cet ouvrage que vous avez, j'espère, déjà tous entre les mains, que le MEN vient de rédiger, le Ménéfeste. C'est 100 propositions pour faire émerger une économie libérée des énergies fossiles et fissiles, connectée au service de l'humain et respectueuse de l'environnement. Moi-même, Nathalie Croiset, je suis journaliste et membre du MEN. Je suis cela très activement depuis son lancement. Alors, ces propositions, elles vont être très vastes, un peu dans l'ordre, dans le désordre. On va parler de fiscalité, de simplification administrative, d'énergie, d'agriculture et d'alimentation, d'économie circulaire, évidemment la mise en avant des externalités positives, ça nous tient particulièrement à cœur, le management de demain ou encore le numérique. Pour commencer, juste quand même un petit mot, parce que je disais que c'était Fédérec qui nous accueillait, donc le président de Fédérec, Jean-Philippe Carpentier, je lui passe la parole pour dire quelques mots. Merci Nathalie, donc bienvenue effectivement chez Fédérec, donc Fédérec, la fédération du recyclage qui regroupe l'ensemble des entreprises du recyclage en France, c'est 2500 établissements, 26 000 salariés, 9 milliards de chiffre d'affaires et plus de 70 millions de tonnes de matières recyclées chaque année. Vous êtes ici dans notre salle du conseil d'administration qui sert aussi à réaliser des nocturnes sur des thèmes à chaque fois très particuliers, soit les bateaux de vie, que ce soit sur les D3E, que ce soit sur l'économie circulaire. Donc on est très heureux de vous accueillir et j'espère que les travaux seront intéressants ce matin, en tout cas que nos propositions trouveront un écho auprès de vous. Merci. Merci beaucoup. On a réuni l'ensemble des fédérations qui sont impliquées dans cette logique de croissance verte. On dit oui, c'est possible. Et donc, si on prend le manifeste que vous avez reçu, en page 6, on va retrouver les 20 fois oui. Oui à une économie libérée des énergies fossiles et fissiles dans un pays où unique au monde, où plus de 70% de notre production électrique continue à provenir du nucléaire. Oui aux usages numériques responsables, et on va voir avec Romuald Delagi, puisque l'idée de faire un tour d'horizon et de voir par chapitre ce qu'il est important de relever. Oui aux énergies propres, renouvelables et à l'efficacité énergétique, avec certainement, j'en reparlerai tout à l'heure, une opportunité très importante pour la France. Oui à une agriculture de proximité, à un moment où on parle beaucoup OGM, fertilisants. Oui à un raisonnement global qui prend en compte les externalités positives ou négatives, et on reparlera de la taxe sur le CO2 par exemple. Oui aux entrepreneurs, aux innovateurs, on en a beaucoup au MEN, ils sont bienvenus et ils nous rejoignent. Oui aux start-up, parce que cette nouvelle économie est créée par des nouveaux acteurs souvent, ou par des acteurs qui savent se réinventer, et donc oui aux inventeurs, oui à l'innovation, oui à la transparence. Donc, 20 fois oui, je vous laisse parcourir l'ensemble des éléments qui sont clairement exprimés dans ce livre où on reprend ces 100 mesures sur l'économie, et je conclurai les débats, je ne vais pas être trop longue, mais ce qui nous importe, c'est que ces oui sont possibles de tous les secteurs. Et donc on va avoir l'occasion de faire un tour d'horizon. On ne rentrera pas dans les 100 propositions, mais on regardera les plus importantes, porter ces propositions par des personnes qui vivent leur environnement, leur secteur, et qu'on a agrégé au niveau du MEN. L'autre sujet qui ne concerne pas évidemment que les entreprises de la nouvelle économie, mais globalement nous tous, c'est la question de la simplification réglementaire. Alors on va l'aborder par le biais de la cosmétique bio. On va le faire avec Romain Ruth, qui est avec nous, qui est président de Cosmé Bio, qui va évidemment nous parler de la cosmétique biologique, puisque c'est son sujet, et évidemment dans ce contexte-là, nous faire mieux comprendre les enjeux en matière de simplification réglementaire. Ça, c'est vraiment plus que nécessaire. Merci. Romain. Oui, en quelques mots, je voudrais d'abord parler de la raison pour laquelle la cosmétique biologique se retrouve au sein du mouvement des entreprises de la nouvelle économie. Très concrètement, le mot a été lâché par l'un d'entre vous. On a considéré au sein de Cosmé Bio qu'il n'y avait pas de contradiction, bien au contraire, entre d'un côté l'écologie et de l'autre côté l'économie. Il nous a paru évident que ces contraires apparents pouvaient être rapidement réconciliés, et on a trouvé que, même si on faisait ça dans notre petit coin du côté de la cosmétique biologique, parce qu'on est encore assez petit par rapport à certains intervenants du MEN, eh bien on a considéré que le MEN était peut-être l'endroit le plus logique pour
continuer à réconcilier ces contraires qui ne sont des contraires qu'apparents. Concrètement, Cosmebio, ça représente quand même si on est petit, ça représente quand même 450 marques, 400 entreprises. C'est un domaine qui présente l'intérêt quand même d'être à la fois à la jonction entre d'un côté l'agriculture biologique, qui a donc une dimension très terrienne. Dans la cosmétique biologique, on rencontre tous des producteurs d'huile végétale, d'huile essentielle, d'eau florale, et une autre dimension de l'autre côté, beaucoup plus technologique, parce que paradoxalement, assembler ces matières premières naturelles, ça demande une technologie parfois bien plus importante que assembler des matières premières inertes directement issues de la pétrochimie. Si vous voulez, cette rencontre entre ces deux domaines d'activité a donné une expertise particulière, qui a un développement particulier, une croissance qui est relativement importante. On se balade entre 10 et 15% de croissance depuis quelques années. On a connu des croissances de 35%, de 45%, et on a partagé des préoccupations qui aujourd'hui sont directement sous les projecteurs. C'est-à-dire que au départ de la cosmétique biologique, il y avait quand même des préoccupations de santé, et de santé publique en particulier. Le parabène, les perturbateurs endocriniens, les microbilles de plastique, qu'on a vu cet été encore sous l'actualité. Eh bien, toutes ces préoccupations-là, en quelque sorte, ont été anticipées, il y a maintenant près de 15 ans, par certaines entreprises pionnières, dont celle que je dirige, et dont celle et toutes celles qui appartiennent à ce mouvement qui est celui de Cosmebio. Ça a l'air simple comme ça, ça a l'air limpide, mais on est confronté, quand on est une entreprise de la cosmétique biologique, à un certain nombre d'aberrations qu'on pourrait qualifier de kafkaïennes, d'ubuesques, qui sont liées au fait qu'on est justement entre deux domaines d'activité, comme j'expliquais, et qui sont aussi liées au fait que la pétrochimie a pas dit son dernier mot, malgré notre croissance. Très concrètement, que ce soit en ce qui concerne la réglementation des douanes, les fraudes, les bonnes pratiques de fabrication qui sont devenues obligatoires, on se retrouve avec des aberrations qui sont difficiles à combattre, parce que les fraudes, ou la DGCCRF, fait une appréciation orthodoxe, parfois même stupide, il faut bien le dire, de la réglementation. Très concrètement, je n'ai plus la possibilité d'utiliser dans mes cosmétiques, et c'est le cas pour à peu près tout le monde de l'industrie cosmétique au sens large, mais c'est valable pour la cosmétique biologique. Ça nous ennuie surtout dans la cosmétique biologique, parce qu'encore une fois, on peut utiliser le plus d'ingrédients issus de la terre. Je n'ai plus la possibilité d'utiliser de l'alcool dénaturé avec de l'huile essentielle de lavande. C'est devenu impossible. Ça faisait des siècles qu'on utilisait ça, et maintenant, on me force à utiliser du Bitrex, qui est une marque, concrètement, qui est un amérisant très très fort, pour éviter, eh bien, c'est tout simplement les douanes, parce que les douanes ont peur qu'on redistille, c'est presque risible, ont peur qu'on redistille des petits flacons de parfum de 100 ml pour pouvoir les boire et se saouler avec. Alors que la vodka, je sais pas, je regardais, j'ai même produit ça à l'appui de mes mémoires. Une vodka aujourd'hui, on trouve ça sur internet à 15 € et on peut facilement se saouler avec ça. C'est absolument absurde. On a peur que je redistille, c'est absolument absurde. Un autre exemple, dans les bonnes pratiques de fabrication, qui sont devenues des pratiques de fabrication aujourd'hui impératives, comme souvent les normes deviennent impératives, on considère que les oiseaux sont des nuisibles qui doivent être combattus. C'est assez ennuyeux, comme quand pour la plupart des sociétés de la cosmétique biologique, on a une volonté de protéger les espèces. La société que je dirige, qui s'appelle Floram, et membre de la LPO, a mis des nichoirs dans ses parkings pour pouvoir faire en sorte qu'au contraire, les espèces animales qui sont, en plus nous on est à Saint-Mille-Provence, donc dans une réserve ornithologique considérable, eh bien je suis censé devoir les tuer. C'est aussi simple que ça, alors même que justement j'ai tout fait pour pouvoir les préserver. Autre exemple, je n'ai pas la possibilité, enfin, je vais peut-être utiliser deux exemples, mais je peux vous dire que j'ai une cohorte d'aberrations qui sont, quand je dis ubuesques, et
kafkaïenne, c'est vraiment, on est vraiment de cet ordre-là. Et ça participe à la simplification, comme je le disais. Encore une fois, le mot a été lâché par certains candidats dans l'élection présidentielle, mais c'est vrai qu'on a affaire à une administration qui n'est pas là vraiment pour se mettre au service des entreprises, mais qui régulièrement est là pour mettre des bâtons dans les roues et répondre, je dirais, c'est l'impression qu'on peut avoir parfois, répondre à certaines injonctions de certains plus puissants que nous. Voilà. Alors qu'avez-vous envie de répondre pour que cette administration ne mette pas des bâtons dans les roues? Mais je voulais rebondir tout de suite parce que c'est le cœur du sujet. Voilà, on est vraiment en plein cœur du sujet avec cette question. Deux choses. Pour reprendre ce qui avait été dit à ma gauche, il y a deux approches dans ce problème. Soit on aborde la question par le haut, et l'État, la place de l'État et l'État stratège, est-ce que l'État doit intervenir sur le territoire et est-ce que c'est à lui aujourd'hui d'utiliser le levier de la dotation pour favoriser les bonnes pratiques, ou est-ce qu'au contraire il faut redonner de la compétence au territoire et aux régions? Moi je suis, et Madame Marchandise l'est également, nous sommes plutôt fédéralistes et j'aimerais que une fois pour toutes nous fassions ce travail de transfert des compétences vers les régions, vers les territoires, pour que demain, ce soit les territoires, les régions, les collectivités locales qui puissent décider elles-mêmes des bonnes pratiques, des bons règlements, éventuellement des normes. Alors effectivement, se pose la question de Bruxelles, se pose la question du biome tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire passer ça au niveau local pour que Bruxelles arrête de se mêler finalement de ce qui ne la regarde pas. J'imagine que dans une bonne échelle de subsidiarité, Bruxelles n'a pas à s'occuper de tout. Mais voilà, c'est vrai, à mon sens, aujourd'hui, en 2017, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est voilà, comment est-ce qu'on fait pour réintégrer, pour redonner de la compétence, cette compétence et ces transferts de compétences aux régions. Avec une petite difficulté, si je peux me permettre, des potentielles distorsions de concurrence qui existent en fonction des interprétations des services locaux, comme c'est le cas, par exemple, parce que l'interprétation des services engendre des distorsions de compétences à l'échelle de notre territoire qui sont absolument permanentes. La DGCCRF... Il y a un problème de méconnaissance. C'est catastrophique. C'est-à-dire que la complexité est telle que les administrations ne maîtrisent plus. Concrètement, il nous est arrivé d'avoir les fraudes qui débarquent et on leur explique la complexité de la réglementation qu'ils sont censés devoir faire appliquer. Alors quand on a affaire à des gens intelligents, ce qui arrive, ce qui n'est pas si fréquent que ça, mais ce qui arrive, à ce moment-là, on leur explique et ça fonctionne. Mais parfois, on a affaire à des gens qui sont dans une espèce d'interprétation orthodoxe et absurde, et à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Voilà. Non, mais c'était juste une réserve sur votre propos. Je passe la parole à Alexis Villebeu, parce qu'il a aussi une contrainte de temps. Je vous oublie pas pour s'abréger. Ce que vous soulevez, monsieur, c'est aussi le problème de la distorsion de concurrence entre les PME et les multinationales. Parce que le problème dont vous parlez, j'imagine qu'une multinationale dans votre secteur, elle aura des avocats, elle aura les gens pour le savoir, ça. Alors globalement, même si ça peut être pesant pour elle, elle aura les gens pour le savoir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un point, et il y a ce domaine vous parliez pour vos produits, mais il n'y a pas que ça. Fiscalement, les TPE sont souvent prises à la gorge parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ou un comptable excellent ou même un comptable, et ils sont obligés de... Donc il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Déjà, je pense qu'il faut vraiment faire une politique de zéro nouvelle norme, surtout pour les TPE, PME. Ça paraît fondamental. De libérer des PME, TPE, de les libérer du poids des contraintes et du poids de nouvelles normes qui changent tout le temps. Par exemple, voilà. Vous avez raison, c'est ça, ceci, c'est que ça change beaucoup. Oui, dans le programme de Nicolas Dupont, il y a notamment, les grandes mesures sont faites dans les 100 premiers jours, et après elles sont censées tenir 5 ans. Il y a aussi un autre aspect qui a été soulevé, c'est non seulement Bruxelles se mêle de tout, mais en plus parfois il y a la surinterprétation, surtransposition des normes de Bruxelles en France. Donc, du coup on s'y perd complètement. Donc il y a un problème à Bruxelles, à Bruxelles, il y a un second problème de surtransposition des normes. Et le troisième point qui m'échappe... non, bah écoutez, ça m'a échappé, mais voilà. Mais voilà, je voulais insister sur la distorsion, surtout PME, grandes entreprises. Oui, moi je voudrais faire 3 remarques parce que je trouve que l'exemple est très intéressant, très parlant. D'abord, sur les normes, ça montre bien que si on reste
avec, j'allais dire, l'ordre ancien, l'ordre juridique, réglementaire, fiscal, eh bien, évidemment, ce sera un frein. Ça n'empêchera pas, vous en êtes un exemple d'ailleurs, mais ce sera un frein considérable à la transformation écologique de l'économie. Donc ça veut dire qu'il faut le dire clairement, c'est un choix, de dire on va accompagner, favoriser, encourager par un nouvel environnement, sans mauvais jeu de mots, un nouvel environnement juridique, réglementaire et fiscal, cette transformation de l'économie. C'est valable dans d'autres secteurs d'ailleurs de l'économie et sur d'autres sujets aussi. On ne peut pas toujours appliquer les normes anciennes à des préoccupations et des enjeux nouveaux. Deuxième remarque sur les normes en général. Il ne faut pas non plus avoir un discours qui dirait ce qu'il faut, c'est les normes, c'est une contrainte, il faut s'en défaire. Parce que si on s'en défait d'une façon générale, c'est évident que les premières victimes en seront les entreprises qui veulent, au contraire, Le sens de la norme. voilà, tout à fait. Parce qu'en matière écologique, vous parlez de la cosmétique bio, on pourrait parler de l'alimentation bio. Si jamais on commence à dire que finalement les cahiers des charges, on peut les alléger, que tout le monde peut apposer un label sans contrainte ni contrôle, alors là c'est la catastrophe. Mais les organismes, et c'est la troisième remarque, de contrôle, notamment les administrations publiques, et il en faudra toujours, des gens qui font du contrôle, eh bien doivent changer de référentiel en quelque sorte. Et les normes doivent changer pour un certain nombre de choses, et ça c'est la responsabilité politique, le choix des citoyens au moment du vote, et ensuite des législateurs. Moi qui suis député, je sais ce que c'est, et des débats souvent acharnés sur la façon de dire est-ce qu'on fait plutôt tel choix que tel autre, c'est un choix politique. Et puis ensuite dans l'application, et là c'est le rôle de l'administration, et là Emmanuel Macron fait une proposition qui me paraît aller dans le sens de ce que vous dites, qui est de dire qu'il faut que l'administration soit au moins autant dans un rôle de conseil que de contrôle. C'est-à-dire avant d'être dans l'idée que toute entreprise est potentiellement en train de frauder, il faut d'abord l'accompagner pour dire voilà quel est le sens de la législation, voilà quel est le sens de la norme, et voilà vers où on peut vous accompagner pour